Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le sujet de la semaine et on va parler de comment être pris au sérieux quand on investit jeune. Et je pense qu'on est très bien placé pour en parler, vu qu'on a commencé, toi 19 ans. à 19 et moi à 21. Donc on est vraiment bien placé pour donner des conseils là-dessus, sachant que au début, là maintenant à 28 ans, ça va de mieux en mieux, je trouve. Même si ça paraît quand même toujours un peu jeune pour La plupart des gens. la plupart des gens. Par rapport à 21, je vous assure que ça va beaucoup mieux. Donc on s'est dit que ça pourrait peut-être aider les plus jeunes à prendre confiance là-dessus. C'est vrai, je pense que c'est particulièrement un sujet où on a une expertise qui est au poil J'avoue. par rapport à cet angle-là. Et en fait, ce qu'on veut amener aujourd'hui, c'est pas juste ouin quand on est jeune, les gens ils nous prennent pas au sérieux, mais c'est plutôt comment justement par le fait que vous êtes jeune et que vous allez avoir un a priori qui dans certains cas sera négatif, pas toujours, hein, heureusement. C'est pas parce que vous êtes jeune que forcément les gens tout de suite vous prennent pas au sérieux, mais ça pourra arriver, ça pourra parfois vous poser des problèmes à différents stades, agents immobiliers, artisans, notaires, banquiers. Comment en fait tout de suite vous mettre dans une position où même si c'est votre première opération immobilière, même si vous avez commencé l'investissement immo cette année, vous avez juste 20 ans, 25 ans, peu importe, comment est-ce que tout de suite, ils vont vous prendre comme un professionnel et pas un touriste, tout simplement. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir un peu aujourd'hui via notre tour, via ce que nous, on a essayé de mettre en place, via ce qu'on s'est rendu compte qui marchait et qu'est-ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui parce que contrairement à ce que dit Marie, des fois, Marie elle a l'impression de déjà être une jeune boumeuse, mais en vrai pas du tout et je me rends compte que tu vois, on en parlait dans la voiture quand on rentrait justement de la déchetterie la semaine dernière, dont on vous a un peu parlé dans l'épisode de lundi. Il y a je sais plus qui nous a, je crois que c'était les gars de la déchetterie qui nous ont tutoyé et toi tu m'as dit c'est fou, ils ont toujours le tutoiement facile avec nous. En fait, Ah ouais, moi je me fais tutoyer dans tous les sens et je suis là, c'est je sais parce pas, qu'en on se fait connaît pas quoi. les gens nous voient jeunes. Après moi le tutoiement je vois pas toujours comme quelque chose de négatif, mais c'est vrai qu'entre guillemets les gens nous tutoient parce que ils nous voient jeunes et que même aujourd'hui si on a 28 ans pour le commun des mortels qu'on croise dans nos activités professionnelles, on a l'air très jeune. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une différence? C'est plutôt dans notre posture que simplement le fait qu'on ait 28 ans et plus 20. Pour moi, mon sens, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tu sais que, bien évidemment, avec quelle génération je trouve que ça coince le plus? Pour moi, c'est les boomers parce que tout simplement, on a l'âge de leurs enfants. Voire petits-enfants. Voire petits-enfants et du coup, c'est vrai que de suite, ils ont une tendance un peu à pas nous infantiliser, mais quasiment, tu vois? Comme si on n'était pas assez, responsables ou tu vois? J'ai l'impression qu'ils se projettent, assez vite, là-dessus et souvent d'ailleurs, ils aiment bien demander notre âge et il y a une petite phrase qu'ils rajoutent: «Ah oui, ma fille, elle a 1 an de plus, elle a 1 an de moins» ou tu vois? Des trucs comme ça et je trouve que c'est, particulièrement masculin du coup. Les femmes, c'est un peu différent parce qu'elles sont plus un côté un peu maman, mais ouais, les hommes boomers, c'est vrai qu'à chaque fois, je pense qu'on paraît comme des cow-boys alors que c'est eux les cow-boys dans l'histoire, tu vois? Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. C'est en fait, ce biais-là, forcément, il va se renforcer d'un point de vue générationnel et c'est sûr que, si l'artisan, que tu fais venir sur le chantier, il a, 30 ans au moins, c'est sûr que lui, il va pas te trouver jeune parce que lui aussi est jeune en soi, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais, c'est vrai qu'avec certains professionnels, par exemple, un agent immobilier un peu en fin de carrière, qui a peut-être, 60 ans passés ou pas loin, tu vois? Un notaire Ouais. qui des fois veulent pas prendre leur retraite et sont encore dans les études quand ils ont, pas loin de 70 ans. C'est vrai que ça peut, poser un peu plus problème. Notre notaire la dernière fois, il dit: «Ah mais vous avez quel âge?» Tu sais, il recherche dans ses papiers, il dit cela, «Putain, vous êtes 97» et il dit: «Mais qu'est-ce que vous faites à faire de l'immobilier comme ça?» Tu sais, comme si c'était pas un truc de notre âge de faire de l'immo et nous on est là, je sais pas, la France de Macron, je sais pas, tu vois? Ouais, tout à fait et c'est vrai que nous, on s'en fichait un petit peu au début, mais on s'est quand même rendu compte plusieurs fois que ça avait, un peu son importance. C'est que c'est vrai que pour le coup, que le regard que vous allez avoir par les professionnels, des fois, vous avez l'impression de pas être pris au sérieux Ouais. et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que souvent le professionnel, c'est pas que vous soyez jeune qui Non, va le c'est pas ça déranger. qui les dérange, Ce ouais. qui va le déranger, c'est que parce que vous êtes jeune, il va, vous juger négativement sur l'aspect de son risque pour lui. Typiquement, par exemple, un artisan en se disant que
vous êtes jeune, il va peut-être se dire: «OK, lui, il sera peut-être pas sérieux sur les paiements, Et je vais comme devoir si lui c'était envoyer pas 15 fois la fiable, être facture». jeune, ça va avec ne pas être fiable. Exactement. L'agent immobilier va penser que vous êtes pas sérieux et qu'entre guillemets, vous irez peut-être pas au bout de l'opération. En fait, vous êtes peut-être juste en train de Un vous touriste, quoi. renseigner, un touriste, vous avez vu une vidéo sur internet, vous avez dit: «Allez, c'est bon, il y a de la lumière, je vais aller visiter cet immeuble, que j'ai vu sur le bon coin». Pareil, le banquier, il va se dire: «Ouh là là, en fait, il a peut-être pas les épaules, il a peut-être, craché au cours de son opération et c'est, moi en tant que banquier qui l'ai financé qui vais devoir après, gérer tout l'administratif, d'un professionnel qui ne paye plus le crédit». Véridique, sur une des banques, dans lequel on est, notre conseiller bancaire, elle doit avoir, je pense, 45 ans, un truc comme ça, donc on est peut-être un peu vieux pour être ses enfants, mais elle est toujours un peu côté maman. Et je me rappelle quand on a fait l'hôtel, elle m'a dit: «Marie, vous êtes sûre, hein? C'est vraiment un très gros projet, vous êtes sûre que ça va aller, que vous arriverez à le gérer?» Et j'étais là: «Donnez-moi ce financement». Posez pas de questions. Ça va. En fait, parce qu'elle se rend pas compte de déjà tout ce qu'on avait. J'étais là, enfin ça va, vous inquiétez pas, ça va bien se Oui, passer. si c'était un premier projet, je serais d'accord avec Ouais, vous. mais là, Là, j'étais on là, a un bon, petit peu de bouteille sur le sujet et cetera. Ça peut être le cas aussi avec les notaires. Alors nous, on a de la chance avec les notaires avec qui on travaille, maintenant depuis, quasiment 10 ans, c'est toujours bien passé. Mais c'est vrai que, je le vois avec d'autres investisseurs, qui ont notre âge ou parfois plus jeunes, ah, c'est des parfois les investisseurs qu'on accompagne qui nous ont donné l'idée de ouais, cet épisode parce que la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, nous, on l'a déjà eu connue aussi. c'est ça. Et c'est que les artisans, je sais pas si vous voyez, sur Instagram, Galancir. Il fait des satires comme ça du enfin des situations de la vie professionnelle et il y a un de ses personnages, c'est, l'artisan qui vous dit que, oh là là, Oh là là, alors là vraiment ça va ça coûter coûte un cher, hein. billet, il Là y a vraiment il y a tout tout à à refaire. refaire et ils ont eu le câble cher et je peux comprendre que ça fout une inquiétude de ouf. Alors qu'en fait, je pense juste que les artisans l'ont pas pris, au sérieux ou ils se sont dit que vu qu'ils étaient jeunes, ils étaient un peu naïfs et qu'on pouvait Oui, c'est ça, les surtaxer, quoi. c'est que, en fait, faut déjà voir qu'avec les professionnels, si vous débutez, ils vont déjà en profiter un petit peu, c'est-à-dire qu'ils vont abuser de leur place d'expert. C'est que c'est normal, c'est que dans une relation professionnelle, entre guillemets, il y a toujours, le sachant et après celui qui est en quête d'information. Donc potentiellement, bah, quand vous visitez un bien, le sachant sur, le process de vente du bien, c'est normalement l'agent immobilier. Alors bon, c'est des fois pas très compliqué d'en savoir plus, que l'agent sur ce process-là, mais globalement, il va souvent prendre un peu ce rôle-là. Quand vous allez voir pour un financement, le sachant, forcément, c'est le banquier. Quand vous vous renseignez pour des devis pour faire vos travaux, le sachant, c'est l'artisan. Et naturellement, si vous débutez déjà, même si vous débutez à beaucoup plus que 20 ans et que en gros, ça se voit que c'est votre première opération immobilière, naturellement, ils vont renforcer un peu leur position d'autorité et des fois abuser un peu de la terminologie qu'ils vont employer pour, entre guillemets, vous sondez aussi en termes de risque, en termes de connaissances que vous avez. Et si en plus vous êtes jeune, ça va renforcer encore plus ce truc-là. Et c'est vrai qu'ils ont le coup de l'artisan qui leur a dit qu'en fait il fallait tout péter, qu'il y en avait pour 150 000 de travaux dans la maison. Alors qu'en fait, bah non pas trop. Oui, si on voulait vraiment Tout tout faire casser et carré, refaire de zéro, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et justement, heureusement, après ils ont vu un autre artisan qui leur a dit bon, oui, effectivement, il y a des travaux, on va pas se mentir, mais il n'y a pas autant, il faut pas non plus tout péter. Vous pouvez avoir ça aussi avec le notaire, ce que je disais tout à l'heure. J'ai un investisseur, quand il a pris rendez-vous avec la notaire, elle était en mode, presque, si elle lui demandait s'il était majeur pour pouvoir les signer, tu vois? Et presque en mode, il lui parlait plus comme, tu sais un peu, une CPE de collège que, une notaire à son Quel client. enfer. Et j'étais là: «Ouh là, ouais, c'est un peu chaud, prochaine fois change de notaire» parce que c'est juste pas des choses agréables et tu peux pas travailler avec des professionnels qui te prennent pas au sérieux. Et tout ça, ça vient bon, on va pas être sur les trucs de, la génération, c'est parce qu'on nous voit comme ça. Je pense que Non, mais faut c'est juste classique de on nous voit le débutant de manière négative et en plus, il paraît jeune, on le voit négativement aussi. J'ai envie de dire ça le parfait, parallèle qui me vient, c'est, tu sais, quand tu joues à des jeux vidéo, tu te connectes sur une partie, c'est ton jeu, ça fait longtemps que tu y joues. Quand tu vois un mec qui est niveau 1, tu te dis: «Ouais, vas-y, lui, je vais le fumer», tu vois? C'est exactement pareil, tu vois? Donc si c'est un jeu de pouvoir dans exactement. la vie. Donc pour ne pas avoir, justement cet a priori, négatif et pour ne pas avoir, l'impression, d'être le pigeon, qui va se faire, manger tout cru, par, les différents professionnels avec qui vous allez travailler, vous allez devoir renforcer à fond votre crédibilité Ouais. et ça va passer par se professionnaliser, ce qu'on répète quasiment chaque semaine dans ce podcast, mais c'est super important quand vous investissez dans l'immobilier parce que par rapport à d'autres business où des fois, vous pouvez être un peu chez vous et pas être en contact avec grand monde, l'immobilier, il y a une dimension sociale qui est super importante, que ce soit
avec les agents immobiliers, les artisans, les locataires, les banquiers, d'autres investisseurs, les mairies, les fonctionnaires, enfin bref, il y a beaucoup de gens que vous allez rencontrer et c'est super important déjà de chasser l'hésitation, chasser les questions non préparées. Donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent de vous renseigner, de prendre les informations, de vous former sur ces sujets-là. Ça aide. Moi, c'est un peu comme ça qu'on a fait au début, en tout cas, surtout sur la partie, autant tout ce qui était partie acquisition, notaire, droit, chiffre, banque. Bon, forcément, vous le savez, c'était des choses que on avait acquis par d'autres canaux que juste notre expérience d'immobilière, par nos études, nos activités professionnelles. Mais par exemple, les travaux, c'était vraiment le domaine dans lequel on n'y connaissait pas grand-chose parce que personne dans la famille Ouais, qui était personne artisan, ouais. parents pas spécialement trop bricoleurs. Nous-mêmes, on n'était pas trop bricoleurs avant de démarrer l'immobilier et du coup, on s'est renseigné. On a commencé à regarder un peu des vidéos, on a posé beaucoup de questions à des artisans, mais c'est de poser des questions intelligentes et quand l'artisan nous expliquait quelque chose, on n'hésitait pas à justement lui challenger ce qu'il venait de nous dire pour montrer que déjà on avait compris ce qu'il disait et pour être sûr que c'était la bonne solution. Et en fonction de ça, en fait, on a pu commencer à évoluer, à se rendre compte que typiquement quand on fait un devis avec un artisan, c'est pas juste on fait venir l'artisan, on lui dit voilà, on veut faire un appartement, faites-nous un devis. On lui dit non, en fait, on va faire un appartement et voilà comment on va le faire. La cuisine va être ici. On a regardé, on a des arrivées d'eau chaude, des arrivées d'eau froide. Le ballon d'eau chaude, on pense qu'il est un petit peu vieux, à voir si on le remplace, si on le remplace pas. On veut vous acheter, j'ajoutiez 3 prises dans le salon. Voilà à quel endroit on va les mettre. Et c'est super important d'être très précis là-dessus. Tout de suite, ça va vous donner déjà l'impression de quelqu'un qui n'hésite pas, de quelqu'un qui a réfléchi et de quelqu'un qui, même si l'artisan avec quelques questions techniques, il peut savoir que vous n'êtes peut-être pas électricien ou plombier, mais en tout cas, ça va lui montrer qu'en tout cas, vous avez soif d'apprendre et qu'en tout cas, vous ne faites pas les choses sans réfléchir. En plus, il y a pas plus désagréable que quelqu'un qui sait pas. Je sais pas si même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision ou qui ne sait pas où il va, c'est difficile de se projeter, de travailler avec, moi je trouve. Enfin, nous on le voit, on l'a vu plein de fois quand, quelqu'un ne sait pas, en fait on est là, vous revenez quand vous savez en fait, tout Tout à fait, simplement. tout à fait. Et vous allez voir que la plupart des artisans d'ailleurs généralement ils aiment bien leur métier et ils aiment bien expliquer des choses. Enfin, nous il y a pas d'un artisan qui est avare d'explications, de conseils et d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'améliore en travaux et en faisabilité, c'est qu'en fait, en fait, plus ça avance, plus on pose des questions, plus on a des cas différents et du coup on pose la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas ça et ça, c'est apprécié en face, je pense. Tout à fait, tout à fait. Sachant que c'est toujours la même chose et c'est pour refaire un petit point comme tu en parlais sur les travaux, il y a toujours une différence entre comprendre comment ça se fait et savoir le faire en fait. Par exemple, moi je dis toujours la plomberie c'est pas sorcier, vous avez une arrivée d'eau chaude, une arrivée d'eau froide, une évacuation. Bon, c'est pas sorcier. Maintenant, ça demande une technicité de le faire. Moi personnellement, j'aime pas trop toucher à la plomberie. Par contre, je comprends très bien quelles sont les problématiques de la plomberie. Pourquoi vous devez avoir une évacuation en 100 sur un WC, pourquoi vous avez une évacuation en 40 ou en 50 sur un lavabo. Voilà, ça c'est des choses que entre guillemets on sait maintenant via notre expérience. Ça veut pas dire que entre guillemets on n'a pas besoin de plombier pour le faire, mais au moins quand le plombier vient, on parle le même langage que lui. Pareil pour l'électricien, même si c'est plus technique. Ça c'est peut-être le seul domaine qui va vous prendre un peu Moi, je plus de trouve temps. ça dur l'électricité. Déjà, c'est le seul domaine dans le bâtiment qui est normé. C'est le seul où, entre guillemets, C'est trop dangereux en même temps. t'as des lois qui fixent ce que tu peux faire ou pas faire en termes d'électricité quand t'es professionnel. Alors que, sincèrement, par exemple en plomberie, vous n'avez pas de réglementation particulière si vous voulez mettre un peu les matériaux que vous voulez et faire un peu n'importe quoi. En soi, c'est pas illégal. Juste, l'artisan va vous dire c'est pas fait dans les règles de l'art, mais sinon vous n'avez pas de personne va vous dire ah non ça vous pouvez pas faire. Alors que forcément sur les legs vous avez des risques de départ de feu, donc là pour le coup c'est un peu plus important de respecter la loi là-dessus. Mais comme tu disais effectivement, l'hésitation, on n'aime pas ça, on n'aime pas travailler avec des gens qui hésitent, on aime des gens qui savent où ils vont. C'est pour ça que typiquement, moi je dis toujours sur les devis, c'est important de procéder de la bonne manière. Quand vous allez acquérir un bien, moi je dis toujours c'est on visite, une seule visite. On lance la négociation. Si la négociation aboutit, à ce moment-là, on fera déplacer des artisans pour des devis. Ne pas faire plusieurs visites sur un bien, parce que ça, typiquement, pour l'agent immobilier, c'est la preuve que vous hésitez, ou à l'inverse, ça peut être aussi interprété comme le fait que vous kiffez vraiment le bien, et entre guillemets, ça vous met dans une mauvaise position pour la négociation. Et pour les artisans, moi, j'ai beaucoup de respect pour leur temps, et en fait, je vois bien ça que se voit que c'est des gens qui ont pas le temps c'est des gens qui ont déjà pas le temps de base. Faire des devis, ça prend du temps. Se déplacer, ça prend du temps. Ils le font gratuitement. Il y a de plus en plus de professions maintenant qui soit hésitent à aller faire des devis quand ils savent qu'entre guillemets ils vont se déplacer pour rien, ou des fois font
vont payer le devis. Alors bon, je vous Ouais. déconseille toujours de payer pour un devis, mais voilà, des fois ça va se faire. Et la réalité, c'est que du coup, je fais pas déplacer un artisan si je suis pas sûr que je vais faire les travaux. Après, ça veut pas dire que je vais travailler avec lui, ça dépend du prix qu'il va me proposer. Je fais venir plusieurs artisans pour avoir plusieurs devis. Par contre, je le fais déplacer que si je sais que je vais faire mes travaux. Je le fais pas venir faire des devis sur un immeuble où au final, je suis pas sûr que je vais l'acheter parce qu'en fait, l'achat de l'immeuble est conditionné à que je fasse une bonne négociation avec le vendeur. À ce moment-là, j'inverse les étapes. D'abord, je fais une bonne négociation avec le vendeur et après, je ferai venir les artisans. Parce que dans tous les cas, moi, je vous dis toujours, dans une négociation, c'est pas le montant du devis que va vous faire l'artisan qui va faire que vous allez arriver à faire baisser le prix du vendeur ou pas. C'est deux choses qui sont assez différentes. Le prix minimum d'un vendeur, c'est combien psychologiquement il est prêt à lâcher son bien. Ça n'a rien à voir avec le montant des travaux que vous allez arriver à faire afficher sur un devis par un artisan. Donc, oui, dans un monde idéal, c'est mieux d'avoir un devis de l'artisan pour appuyer votre offre, mais en réalité, moi, je préfère faire ma visite, faire ma propre estimation des travaux, négocier le minimum que je peux, et à partir du moment où j'ai négocié le minimum que je peux, je fais les devis, je vois si ça match ou ça match pas, et à ce moment-là, si ça match, je vais signer le compromis, sinon tant pis, je me rétracte sur mon offre et on n'achète pas. Mmh. Dernier point aussi, je pense qu'il faut faire un petit peu attention, c'est, la manière dont vous vous exprimez avec, que ce soit les artisans, le notaire, l'agent IMO. Moi, à votre place, je resterai quand même très professionnelle et pas de langage, familier, même si les gens sont sympas, même si le courant passe bien, moi, à votre place, je resterai quand même, avec une distance professionnelle, ça ne peut que jouer en votre faveur et d'ailleurs, moi, j'aime pas quand on nous tutoie, sans nous demander. Il l'a dit, mais ça le dérange pas trop. Non, moi, ça me dérange Moi, ça pas me trop saoule. maintenant, Moi, ça me saoule, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Heu plus nous l'aristo. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive avec des locataires, ça m'arrive, avec des artisans, enfin, je suis là, quoi, Ouais, enfin moi locataire ça me pose problème. Moi j'avoue qu'artisan, en fait je me rends compte que en fait c'est que dans leur milieu professionnel ils se tutoient tous entre artisans donc pour eux c'est pas anormal, enfin c'est pas un manque de respect de tutoyer un client donc moi entre guillemets on se tutoie souvent avec les artisans et c'est pas gênant. Par contre effectivement par exemple avec un notaire, je me vois mal tutoyer le notaire sauf si par exemple il vient manger à la maison, tu vois? Mais bon ce qui est pas le cas mmh, aujourd'hui donc c'est pour ça qu'on se tutoie pas avec le notaire. Pareil, là où ça va être super important de avoir l'air professionnel, c'est dans vos échanges écrits. Euh, oui, Faire un effort sur la rédaction des mails, sur la rédaction des SMS, les fautes d'orthographe, la euh, réactivité aussi. la réactivité, tout ça, c'est des choses qui vont être énormément appréciées. Pareil pour votre ponctualité au rendez-vous. Après, bon, voilà, arriver en retard une fois de temps en temps, ça arrive. Oui, mais on prévient quand on arrive en retard, tu Voilà, vois? et Enfin, merci, tu as entièrement raison, là-dessus. Même nous, ça nous le fait, hein, parce que par exemple pour un artisan ou pour un locataire, s'il arrive en retard, bah, forcément, c'est un a priori négatif. On n'aime pas trop quand les gens sont en retard, surtout s'ils ont pas prévenu, parce qu'après, pareil, hein, l'artisan qui me dit qu'il passe à 14h, au final, il m'appelle une demi-heure avant me disant qu'il va passer à 14h30. Je m'en fiche un petit peu, il m'a prévenu. Maintenant, j'aime pas trop l'artisan qui me disait qu'il arrive à 14h et en fait à 14h20, c'est moi qui l'appelle pour savoir où il est. mmh. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Pareil pour le locataire. Le locataire, il peut me dire aussi s'il vient pour faire une visite, désolé, je vais avoir du retard. OK, bon bah c'est bon, je suis prévenu, c'est pas grave. Maintenant, s'il débarque comme une fleur avec 15 minutes de retard, c'est moyen. Également, attention à toujours aux documents. Bon, ça vous en aurez peut-être pas trop besoin pour ce qui est artisan locataire. Par contre, le banquier, c'est typiquement celui où mail propre et documents, ça va être super important. Réactivité aussi, hein. Moi, quand j'étais banquier, les clients qui me demandaient un prêt, qui mettaient 3 semaines à m'envoyer les docs, surtout que des fois il manquait un papier pour que je puisse finir le dossier, ils mettaient vraiment longtemps à me l'envoyer, sachant que des fois c'est des papiers qu'ils avaient, juste ils prenaient pas le temps de le faire. Ça, c'est des choses qui décrédibilisent et je me dis ok, il est pas professionnel, parce qu'en fait un professionnel, il sait quand c'est important d'être à l'heure, quand c'est important d'être réactif et quand c'est important d'envoyer les documents. Le téléphone aussi, pensez à rappeler les gens, en fait, il y a rien de plus désagréable d'appeler quelqu'un, de laisser un message et en fait, on se rend compte 2 jours après qu'il nous a toujours pas rappelé, en fait. Ouais. C'est trop chiant ça. Ça va dans les 2 sens, donc ce qu'on vous attendez de la partie adverse, faites-la aussi. Pareil, un mail, ça ne reste pas répondu, plus de 24 heures pour moi. Tout à fait. Même si vous avez pas la réponse, si vous avez pas la réponse, vous dites: «Bonjour, j'ai pas la réponse. Enfin, de manière cordiale, mais vous dites, «Je suis en attente de tel élément, je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau». Voilà, on peut pas rester sans réponse et ça renvoie une image en fait, vu que le 3/4 des gens le font pas, de suite, vous paraissez plus professionnel, que la masse, quoi.
Tout à fait. Je rajouterais même que, par exemple, si vous n'achetez pas un bien, c'est toujours bien de faire un retour à l'agent immobilier sur pourquoi vous l'achetez pas, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce qui vous amène à ne pas l'acheter. Pareil, si jamais vous rétractez sur une offre. D'ailleurs, on a oublié d'en parler dans l'épisode de lundi, donc je tease la news ici. Oui, ouais. Mais on est sorti de l'opération des bureaux dont on vous avait parlé il y a quelques épisodes. Pourquoi on en est sorti? C'est que je me suis rendu compte en faisant l'étude des documents avant la signature chez le notaire, c'est-à-dire que globalement, j'avais fait la négo avec l'agent immobilier, il m'avait envoyé des documents, mais il m'avait pas tout envoyé, j'avais pas les PV d'AG, j'avais pas le décompte annuel des charges, etc. Je me suis rendu compte en regardant tous ces documents que le niveau des charges n'était pas du tout ce qui m'avait été annoncé. Pour moi, j'étais resté sur 100 € par mois. En fait, on était plutôt à 200 € par mois. Et en plus, j'ai vu que sur les 3 dernières années, les charges avaient augmenté de 30%. Donc, en fait, elles étaient dans une phase de croissance importante. Et moi, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit, écoutez, ça fait tomber notre rentabilité nette et donc notre cash flow sur l'opération. On va pas donner suite. Je lui ai donné les éléments. Je lui ai expliqué pourquoi on n'allait pas plus loin. Je lui ai dit, la seule solution, ça serait que la vendeuse, elle baisse encore son prix, mais je pense que ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi on sort de l'opération. L'agent IMO m'a dit, ok, je comprends, pas de souci, peut-être qu'on travaillera ensemble sur une prochaine OP. J'ai dit, écoutez, avec plaisir, si vous avez des biens qui nous intéressent. Et voilà comment on est professionnel. J'aurais pu, entre guillemets, ne lui donner plus de son, plus d'image, ou juste envoyer un mail au notaire, et en fait, il aurait appris par les notaires que finalement, C'est tellement désagréable, ça, mon c'est ça, Dieu. on se sortait de l'opération. Donc voilà, il y a un minimum de politesse et de manière de faire pour rester professionnel. Et c'est comme ça que vous arrivez à vous créer le fameux réseau, hein, le truc dont on entend parler partout sur Internet, presque comme si en fait c'était un peu le pays rêvé au milieu de l'Amazonie. Tu sais, en tant qu'aventurier, boum, d'un coup tu découvrais le réseau de l'immobilier, c'était génial. Non, en fait, ça tombe pas du jour au lendemain, ça se construit dans le temps et ça se construit justement par être professionnel, par être ponctuel, par faire attention à la manière dont on se comporte avec les différents professionnels avec qui vous allez travailler. Et c'est comme ça que vous cassez la barrière par rapport à l'âge et que nous, tous les professionnels avec qui on bosse, même s'ils sont parfois beaucoup plus âgés que nous, entre guillemets, nous voient comme un professionnel avec qui ils bossent et ils nous voient pas juste comme des jeunes qui font de l'immobilier. Ouais, qui essayent de faire un truc, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et ça, vraiment, ça fait une grosse différence dans vos projets et c'est comme ça que vous arrivez à casser cette image-là. Il y a peut-être aussi un dernier conseil que je peux, sauf si tu en as encore un après, que je peux vous donner là-dessus. C'est aussi une des questions qu'on vous posera, c'est pourquoi faire de l'immobilier si jeune? Bon, c'est une question qui est un peu ça, con c'est parce vrai que la plupart des personnes qu'on a qui vous posent ces questions, c'est vrai elles sont un peu ahuries, elles sont là en mode pourquoi est-ce que vous vous embêtez à faire un truc comme ça, sachant que dans leur tête, ça vient plus tard dans le cycle de la vie, tu vois, quand tes enfants sont grands, quand t'as besoin de t'occuper, quand ci, quand mi. C'est vrai que ça paraît toujours un peu bizarre, tu vois. Oui, mais après c'est toujours un peu la question, c'est comme tu sais quand tu vois les interviews à la télé quand ils vont interviewer un mec qui a créé une start-up, tu sais, c'est pourquoi vous êtes entrepreneur et que le mec va te dire mais c'est parce que depuis tout petit j'ai toujours cette soif de vouloir j'ai fait des ordinateurs dans mon garage. J'avais une entreprise de limonade à 10 cents l'unité quand j'avais 8 ans et c'est venu de là. Non, et en fait ils vont souvent vous poser cette question-là. Moi je vous dis toujours, soyez pas honnête avec eux, hein. Si vous faites ça pour un jour quitter votre job ou pour entre guillemets ne plus dépendre de votre patron, c'est des choses qu'ils vont pas forcément comprendre la plupart des professionnels avec qui vous travaillez parce qu'en fait ils sont dans le boomer dream. Donc contentez-vous de simplement la phrase vous savez, notre génération n'aura pas de retraite, ça passe tout seul et c'est du 100% généralement ils sont là, vous avez raison, etc. Et ça pareil, en fait, faire aussi l'effort de parler le langage de votre interlocuteur. En fait, c'est ce que vous dites quand quelqu'un vous dit pourquoi vous faites ça si jeune et que vous répondez c'est pour préparer la retraite, même si c'est faux. En fait, c'est simplement que vous parlez son langage. Donc si vous parlez son langage, il vous comprend. S'il vous comprend, il a une a priori positive de vous. C'est exactement la même chose que quand je vous dis que le banquier, il faut qu'il comprenne votre dossier pour avoir l'impression que c'est facile. S'il comprend pas votre dossier, ça va paraître difficile. Si ça paraît difficile, ça paraît risqué. C'est la même chose quand vous vous exprimez. Si vous faites l'effort d'employer des mots, des notions, des références culturelles du milieu socio-professionnel ou de la génération de votre interlocuteur, il va tout de suite avoir une a priori positive de vous. Alors que si vous dites quelque chose qui est certes peut-être plus vrai pour vous, mais qui est complètement décalé, en fait, il va se dire c'est qui ce fou furieux qui a 20 ans veut déjà arrêter de bosser, quoi. Alors que nous, on se comprend. On est comme vous. Mais pour les autres, c'est inaudible. Mais voilà, pour les moldus. Pour les moldus, ils peuvent pas comprendre. Tu vois, ça, c'est inaudible. Non, je suis plutôt d'accord. Bon, voilà. Écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. T'as un autre conseil à rajouter? Je peux en donner toute l'après-midi, mais peut-être arrêter là. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à nous suivre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et La Flouserie. On vous partage notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.